Merci pour ces 3 topos absolument formidables. Donc Fabien nous a permis de nous interroger sur nos préjugés, nos clichés, parfois sur notre racisme, conscient ou pas. Je m'étais posé la question, est-ce qu'on a une idée de l'origine ethnique des 1500 médecins qui ont participé? Je finis, mais je te donnerai la parole après. Après, on a enchaîné avec ce témoignage si touchant, si bouleversant de Luce, et on voit à quel point c'est important d'intégrer les patients experts dans nos démarches pour arrêter de penser tout seul et donc d'être un peu parfois à côté de la plaque. Et puis Anne, merci beaucoup d'avoir pu clarifier tous ces sujets si complexes avec ces nombreux biais. Et vous 3, en fait, vous nous permettez de mesurer à quel point nous avons des défis immenses devant nous. Nous sommes bien à l'abri de l'ennui pour les années à venir, avec toutes ces exigences de formation pour nos professionnels, mais aussi, on voit bien ces exigences de positionnement pour nous, chaque professionnel, pour aller rencontrer l'autre, le patient, là où il est, et peut-être dans une démarche un peu plus humanisante et plus respectueuse du savoir de l'autre. Donc tout ça, c'est bien encourageant. Je passe la parole à Annabelle pour quelques questions à vous poser. Alors, au niveau des questions, aujourd'hui, on a la chance d'être dans une journée de formation grâce à la CNRD, en présentiel, en distanciel, ce qui nous permet du coup de bénéficier de ces informations. On voulait vous demander quels outils concrets pour former les professionnels justement au biais cognitif, selon vous, sur une question commune. Alors, merci beaucoup. Et pour répondre à la question, non, on n'a pas d'idée de l'origine ethnique des répondants, parce qu'encore une fois, on n'a pas le droit de le collecter, ça, et c'est une vraie problématique. Ça aurait été intéressant. Alors, juste ce que je peux vous dire en off, on va dire, de l'article, c'est qu'on avait étudié si les femmes jugeaient différemment des hommes, les répondants femmes jugeaient différemment des hommes. Et globalement, les femmes ont plus de préjugés sur les hommes que les hommes sur les hommes. C'est-à-dire que les femmes jugeaient que les hommes étaient plus graves que les femmes. Alors qu'on se serait attendu que les femmes, il y ait une espèce de sororité peut-être, ou je ne sais pas, qui fasse qu'elles rattrapaient un peu. Donc c'est très compliqué et je pense que vous avez peut-être des pistes et des hypothèses qui peuvent expliquer ça. Voilà, il y a vraiment un vrai problème de fond, un vrai problème à creuser et probablement un gros apport des sciences sociales. Nous, ce qu'on essaye de mettre en place dans notre service pour lutter contre ça, c'est de monter une formation en lien notamment avec la fac de psycho de Nîmes et d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut avoir une approche transversale, multidisciplinaire. On essaye aussi de faire des études qui mettent en jeu ça. Là, actuellement, on est en train de mener une étude sur la prise en charge de la douleur chez les patients âgés aux urgences, en fonction de s'ils ont des troubles cognitifs ou non, disant que probablement c'est aussi un autre facteur de discrimination et qu'il faut travailler là-dessus. Donc voilà, moi j'aurais tendance à dire le côté scientifique, l'approche scientifique est pour moi une manière de lutter contre, et je laisse la parole à mes collègues. Oui, alors je pense qu'on peut le travailler à plusieurs niveaux. Alors d'abord à un niveau individuel, on avait vu effectivement il y a des biais cognitifs que vous avez bien mis en évidence et déjà vous disiez effectivement le fait d'en avoir conscience n'est pas suffisant et je partage votre avis. C'est-à-dire il faut le savoir mais il faut être capable de les remettre en question et c'est là que va intervenir le groupe en fait. Alors peut-être au niveau de l'équipe déjà quand on vient discuter des patients en staff, c'est déjà un premier point où on va aller confronter les points de vue. Et puis parfois, il y a aussi malheureusement, on l'a vu en fait, des représentations qui sont des représentations sociales et partagées et donc sortir aussi de l'hôpital et avoir ces temps en dehors de l'hôpital, par exemple d'analyse de la pratique ou de supervision qui sont pas forcément obligés de se faire au sein de l'hôpital ou en tout cas avec quelqu'un d'extérieur qui du coup ne fait pas partie de cette dynamique systémique en fait de l'équipe et qui va pouvoir permettre de remettre en question nos représentations. Donc on peut travailler vraiment au niveau individuel, de l'équipe, et puis encore une fois au niveau collectif, pour essayer de vraiment se remettre en question. Et l'idée, en fait, ça n'est pas juste d'en avoir conscience parce qu'on le sait, mais c'est de se dire, mais finalement, est-ce qu'on peut, nous, avoir cette posture humble de se remettre en question et d'aller retravailler ce que l'on pense parfois acquis. Et puis, bien sûr, vous l'avez évoqué ce matin, c'est aussi toute la question de la formation.
Et je pense que dès le départ, il faut pouvoir l'introduire dans nos formations, quand on forme les soignants, et leur faire prendre conscience que c'est quelque chose, le soin, c'est dans l'humain. Et quand on est dans l'humain, eh bien, il va falloir pouvoir retravailler, et on progresse avec les patients et les échanges que l'on a au fur et à mesure de notre pratique. Je vais juste rajouter que dans mes formations, j'ai dû créer mes propres outils pour ce problème-là, en fait. Et je commence la formation d'abord par demander aux soignants, en fait, de dire tout ce qu'ils ont à dire. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de ressentiments, il y a beaucoup de... Enfin, on vous en demande beaucoup. Et je voulais vraiment qu'ils aient la place de recevoir ce que je leur enseigne après. C'est de libérer la parole aussi sur tout ça, sur tous ces biais et toutes les pensées qu'ils ont justement sur les patients drépanocytaires. Et ça aide beaucoup à ce qu'ils se rendent compte qu'ils sont beaucoup à penser les mêmes choses et à stigmatiser sans vraiment être conscients, et que leur offrir un espace de parole pour qu'ils puissent déposer tout ça avant de commencer à être formés. Ça, c'est ma technique. Et j'ai dû créer mes propres outils, mes propres exercices, en me servant de l'ETP, bien sûr, pour justement les aider à prendre conscience de ce problème. Merci beaucoup. Nous avions une deuxième question, du coup un petit peu inversée. Nous avons parlé de la formation des professionnels. Comment est-ce qu'on peut accompagner les personnes, les usagers de la santé, pour justement travailler sur l'autostigmatisation et effectivement sortir de ces représentations? La pédagogie inversée, déjà, c'est ce que vous faisiez là en commençant d'abord de leur représentation. Je pense que c'est une excellente technique de ne pas avoir une information descendante, mais au contraire, justement, de favoriser la réflexivité. Et puis également, je pense qu'aujourd'hui, on a quand même des enseignements qui sont beaucoup plus centrés aussi sur la mise en pratique avec des ateliers, des jeux de rôle. En fait, et là, on va travailler l'examen clinique en fait, en voyant comment est-ce que l'on procède, et on met en évidence le raisonnement en fait, du soignant dans la manière dont il pose un diagnostic. Et je pense aussi que ça, ce sont des nouvelles manières d'enseigner, mais qui nous permettent vraiment de contrecarrer en fait, ces biais. C'est important que ce soit ludique et que les jeux de rôle, j'ai fait faire des cartes exprès, j'ai créé mon propre jeu de rôle pour pouvoir confronter en fait, à des situations qui arrivent tous les jours. Parce que les soignants, ils ont des ressources, ils ont de l'expérience, ils ont beaucoup, en fait, ça fait partie d'eux, mais il faut qu'ils puissent les mettre en place sur des patients douloureux et sur des situations qui sont communes, en fait, qui vivent tous les jours. Donc, c'est très important, les jeux, et de créer ce genre les jeux de rôle. Ouais. Alors, sur la messagerie, là, on a une question d'un auditeur qui pose la question du fameux syndrome méditerranéen pour parler de la perception, expression de la douleur du patient avec origine ethnique. Est-ce que vous voulez vous exprimer sur ce sujet chaud ? Oui, je veux bien, parce qu'on a eu longuement en parler avec beaucoup de journalistes qui pensent faire l'article de l'année en disant que tous les médecins croient au syndrome méditerranéen. Donc, pour rappel, sur les gens qui ne connaîtraient pas ça, c'est le fait d'attribuer un échec de traitement antalgique au fait que la personne surinterpréterait sa douleur. Alors, effectivement, et on l'entend malheureusement parfois, que oui, c'est parce que c'est quelqu'un qui vient du pourtour méditerranéen, puisque c'est pas auto-désigné. Mais il faut savoir que en fait, c'est quelque chose qui existe aussi dans d'autres pays. Et typiquement, en Suisse, ils parlent du syndrome de l'italien. Parce que c'est une autre manière d'exprimer la douleur que ce qu'eux ont l'habitude. Les Suisses qui sont être dans le cliché, et je vous disais tout à l'heure, il faut en sortir, mais il faut aussi les utiliser quand ils sont à bon escient. Vous avez le Suisse qui va être plutôt calme, et puis l'Italien qui parle avec les mains, et qui a une manière complètement différente d'exprimer sa douleur. Et donc, il y a cette espèce d'incompréhension et ce choc un petit peu de culture qui fait que il ne fait pas pareil que moi, c'est bizarre. Et si on n'y est pas habitué, si on ne prend pas en charge régulièrement des patients issus d'une autre culture que la nôtre, eh bien, on va avoir tendance à avoir ce rejet, cette stigmatisation. Tout ça pour dire, je
à la longue, moi, je me bats dans le service quand j'entends quelqu'un dire « Ah ouais, c'est méditerranéen, machin », il se prend une petite réflexion, une bonne explication de « Non, il faut pas dire ça », et en fait, il faut passer par là. Après, j'étais à un congrès de sociologie il y a quelques mois, et j'ai commencé en disant « Est-ce que vous pensez qu'on est tous racistes et sexistes ?» Et les sociologues m'ont dit « Bah oui, comme tout le monde, en fait. » Tout ça pour dire, c'est une part qu'il faut accepter. Et du moment, et je rejoins tout à fait ce que Luce a dit, il faut accepter le préjugé qu'on a, il faut en parler, il faut le mettre sur la table pour pouvoir le déconstruire. En fait, si juste on l'enterre, on dit « Ah mais non, moi je suis parfait, il n'y a pas de souci », et ben en fait, on ne va jamais arriver à trouver une solution à notre problème. Merci beaucoup. Est-ce que dans la salle, certains d'entre vous veulent poser une question à nos 3 orateurs au top? Oui. Merci. Oui, ce n'est pas une question, mais plutôt un commentaire. Je voudrais juste remercier les 3 intervenants pour leur conférence absolument remarquable et que j'ai beaucoup appréciée, et remercier le comité scientifique d'avoir fait ce choix, parce que les 3 interventions convergent vraiment. Et un mot que je retiens particulièrement au travers des 3 interventions, ou 2 peut-être, c'est la stigmatisation et l'autostigmatisation. Et le commentaire que ça m'inspire, et ça rejoint un peu les 3 interventions, par rapport à l'étude que vous aviez menée, Dr Kouazi, sur l'impact que peut avoir le sexe ou l'ethnie sur l'évaluation de la douleur, et ce que vous disiez, Luce, aussi sur la stigmatisation qui peut être engendrée aussi par la pathologie, notamment la drépanocytose, et vous évoquiez aussi l'aspect auto-stigmatisant que peut engendrer la stigmatisation. Et je pense que ce serait intéressant, une autre fois, de compléter cette étude par l'impact que peut avoir la pathologie sur l'évaluation de la douleur dans un service d'urgence ou ailleurs d'ailleurs. Voilà, c'était juste un commentaire en passant. Merci beaucoup. Alors, on a pris un petit peu de retard, mais c'est normal vu le côté passionnant des interventions. Peut-être pour conclure, on peut peut-être se dire que finalement tout ça, ça va nous mettre en mouvement pour être plus en accord, aller vers une rencontre un peu plus juste avec les patients. Mais aussi, on a comme idée que ça va préserver aussi largement nos soignants et peut-être les préserver d'un burn-out qui fait que quand on est complètement à côté de la plaque, on le sent et on s'épuise. Donc finalement, cette démarche, elle va être gagnante pour tout le monde. Donc on peut encore applaudir largement nos 3 orateurs.